le Niger, les militaires au pouvoir refusent de rencontrer la délégation de la CEDEAO qui souhaitait se rendre à Niamey. Niagale Bakayoko, bonjour. Vous êtes présidente de l'African Security Network. Comment justifier ce refus de rencontrer la délégation de la CEDEAO ? Alors, il y a une justification officielle qui a été donnée, qui est celle du risque qui serait encouru par ces émissaires de l'organisation sous-régionale face à la colère populaire à l'encontre de l'organisation. Cette colère de la population, elle est réelle ou est-ce que c'est une pantalonnade ? Je pense qu'il y a une réelle acrimonie qui s'est développée dans toute la sous-région face à la CEDEAO en raison des contradictions dans la mise en application de ces politiques. Tout d'abord, il faut savoir que l'agenda officiel de la CEDEAO depuis 2007 était le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Et on lui reproche beaucoup dans les rues ouest-africaines, y compris à Niamey, de ne pas avoir mis en œuvre cet objectif. Il y a eu aussi ce qu'on considère comme du deux poids, deux mesures, avec l'absence de réaction face à ce qui a été considéré comme des coups d'État civils, où l'organisation n'a pas réagi en comparaison des sanctions qu'elle a pu prendre après des coups d'État militaires. Et ces sanctions ont été vécues comme étant avant tout des armes à l'encontre des populations elles-mêmes, plutôt qu'à l'encontre des gouvernements. Donc c'est tous ces arguments qui sont en effet courants dans les rues et qui peuvent être très facilement activés par la junte aujourd'hui. C'est ce qui peut expliquer aussi qu'une partie de la population puisse soutenir aussi les militaires qui ont pris le pouvoir ? Alors c'est l'un des éléments, ce qui explique qu'une partie de la population semble être indulgente vis-à-vis de cette prise de pouvoir par les armes, c'est qu'il y a à l'évidence une fatigue vis-à-vis de ce qui a été la façon dont la démocratie a été mise en œuvre. D'abord d'une façon avant tout réduite à la tenue de scrutins électoraux, sans accorder autant d'importance au respect de l'état de droit, au respect de la liberté d'expression. Ça fait partie des éléments qui font qu'il n'y a plus de foi dans la démocratie comme système de gestion des conflits et comme système de progrès social au niveau collectif ou au niveau individuel. Alors qu'est-ce que ce refus de dialoguer avec les CEDEAO augure ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? Une escalade par exemple ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement ? Ce qui laisse penser qu'on peut entrer en effet dans une sorte d'engrenage, c'est que le dialogue n'a pas non plus été très ouvert avec les émissaires américains. On pourrait croire que des acteurs internationaux de poids pourraient avoir l'oreille des militaires aujourd'hui au pouvoir. Ce n'est pas ce qui s'est produit hier lorsque la représentante du gouvernement américain s'est rendue à Niamey. Et donc, il est dans la même logique de refuser de discuter avec ses émissaires. Et quant à la possibilité d'une intervention, c'est là qu'on a l'impression qu'on est face à une impasse, parce qu'elle semble s'imposer à la fois pour la crédibilité, mais même pour l'avenir de l'organisation, puisque on sait que les juntes du Mali et de Burkina Faso ont fait preuve de solidarité, y compris éventuellement opérationnelle, avec la junte du Niger. Mais est-il possible pour les chefs d'État d'intervenir ? Mais pour moi, la question n'est pas celle des moyens militaires. Il y a des moyens militaires dans cette sous-région. La plupart des États se sont largement renforcés au cours des 10 dernières années. La question est de la faisabilité d'une intervention, d'abord dans un contexte où il y aura beaucoup de civils, comme on vient de le dire, qui pourront être mobilisés. Donc il y a un risque de bain de sang. Et est-ce que les États aujourd'hui en mesure d'intervenir seront soutenus par leurs propres opinions publiques, ou est-ce qu'au contraire ils ne s'exposent pas eux-mêmes à un risque de renversement au motif qu'ils sont intervenus au Niger ?
Mais alors, dans 2 jours, la CEDEAO va tenir un sommet extraordinaire pour décider quoi finalement, puisque ils ont l'air d'être eux-mêmes un peu gênés aux entournures. Absolument. Jusqu'à l'annonce si ce n'est du refus, en tout cas des fortes préventions des sénateurs du Nigeria face à une intervention, on pouvait penser que celle-ci était assez logique, mais l'on voit une prudence de plus en plus exprimée par des États qui semblaient beaucoup plus allants dès le départ, comme la Côte d'Ivoire ou comme le Bénin. Mais la décision est compliquée à prendre parce qu'il y va véritablement de la crédibilité de l'organisation aujourd'hui. Alors, le Mali et le Burkina Faso, ces 2 pays se sont ouvertement rangés du côté des militaires au Niger. Quel type de soutien peuvent-ils apporter ? Alors, Ils ont parlé de solidarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est juste un soutien diplomatique ou est-ce que ça peut être davantage? Ils ont parlé de solidarité tout en indiquant qu'une attaque contre la junte au Niger serait perçue comme une agression contre eux, ce qui est fort en termes de déclaration. D'un point de vue opérationnel, il me semble que toute solidarité par la voie terrestre serait compliquée, ne serait-ce parce qu'il y a des groupes djihadistes qui sont très présents, notamment dans cette zone des 3 frontières. Donc ça, c'est le premier élément. Le Mali, notamment, s'est renforcé en moyens aériens, mais est-ce qu'il est en mesure de les mobiliser alors qu'au-delà de la lutte contre le djihadisme, on voit aussi que les tensions sont vives avec les groupes indépendantistes ou autonomistes du Nord. Donc ça me paraît compliqué, mais faire preuve de solidarité qui pourrait peut-être aller jusqu'à une remise en cause de l'appartenance à l'organisation CEDEAO elle-même, ça pourrait être un acte fort aussi de la part de ces autorités. Alors, les militaires au Niger ont également nommé un Premier ministre et il est loin d'être un inconnu. Oui, en effet, il a d'ores et déjà joué un rôle à l'époque du régime de Zandja. Il était représentant d'une organisation internationale, donc de la BAD, au Tchad. Il a des liens forts, manifestement, avec ce pays. Donc c'est peut-être aussi un signe d'une volonté de créer d'autres solidarités, y compris sur le flanc Est. Mais alors, on n'a pas encore entendu. Est-ce que ça veut dire que c'est un Premier ministre fantoche ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu des pressions pour qu'il incarne cette fonction-là? À mon avis, il est trop tôt pour le dire. 24 heures pour s'exprimer. On voit que les déclarations se font au compte-gouttes. Ce ne sont pas toujours les mêmes représentants qui parlent. Général Tiani ne le fait pas systématiquement. La question est celle de savoir si un Premier ministre civil peut rester à la tête d'un gouvernement dominé par des militaires. On a le cas précédent du Mali. Le 2e coup d'État, il faut le rappeler, a été perpétré contre les autorités civiles qui avaient été mises en place à la suite justement de l'intervention diplomatique de la CEDEAO. Donc la question de l'équilibre entre civils et militaires est toujours fragile dans ce type d'arrangement. Est-ce que les États-Unis sont le seul État occidental à avoir pris attache avec les militaires sur place ? Alors c'est difficile de le dire. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu tellement de soutien au renforcement des capacités de l'armée du Niger au cours des dernières années qu'il y a de nombreuses capitales qui ont noué des liens personnels de coopération avec certains de ces militaires. Donc il est fort probable qu'il y ait aussi des pourparlers. Alors les Américains veulent malgré tout croire à une négociation possible encore pour le retour du président Bazoum. Je vous propose d'écouter le porte-parole du département d'État. C'est encore possible. Nous pensons que la junte doit se retirer et permettre au président Bazoum de reprendre ses fonctions aujourd'hui, demain ou dans un avenir proche. Nous ne voulons pas nous prononcer sur la date de la fermeture de cette fenêtre, mais nous affirmons que le recours à la diplomatie pour atteindre cet objectif est notre priorité absolue en ce qui concerne le Niger et que nous continuons à poursuivre dans cette voie. Vous pensez que c'est possible encore le retour du président Bazoum ?
Ce qui est difficile, c'est qu'il y a eu peu de manifestations de soutien, notamment populaires. Vous pensez que c'est possible, ça, de manifester en faveur du président? Alors, exactement. C'est difficile dans le cadre d'un état d'exception. On a vu quelques manifestations dans la région de Tawa, notamment, où le parti du président, le PNDS, est plus fort qu'à Niamey, qui est une ville de l'opposition. Mais non, bien entendu, c'est compliqué. Mais même sur la scène internationale, il y a des expressions de solidarité, mais on le voit, qui s'expriment peu dans les actes, finalement. Donc, un rétablissement dans la situation ex-ante paraît aujourd'hui difficile. Pourquoi les Américains entrent dans la partie? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à y perdre au Niger? Alors, ils ont un certain nombre d'intérêts au Niger, à commencer par la base militaire de drones qu'ils ont installée dans la région d'Agadez et qui est très importante dans le dispositif de l'Africom, donc ce fameux commandement militaire spécifique que les États-Unis ont mis en place pour gérer les questions de sécurité en Afrique. Il faut savoir que l'état-major de l'Africom est situé en Europe, en Allemagne, et que donc c'est important d'avoir des bases sur le continent. Ils ont quand même 1000 hommes sur le territoire du Niger et ils ont aussi des forces spéciales dont on avait beaucoup parlé lors de l'incident de Tonga Tonga, où certaines avaient été assassinées dans le cadre d'une attaque contre l'État islamique, de l'État islamique. Mais ils ont aussi une doctrine de politique étrangère qui affirme la nécessité de continuer à promouvoir la démocratie. Et le Niger, pour moi, c'est la première fois qu'ils démontrent leur volonté de traduire en actes cette stratégie et bien entendu, on l'a vu dans les déclarations aussi, de contrer l'influence russe qui les préoccupe bien entendu aussi.